le sommet de l'OTAN à Lisbonne, capitale portugaise, des questions cruciales au menu des discussions, des compromis, des avancées, un nouveau départ, un nouveau prétendu départ dans les relations Russie-OTAN, alors que les doutes persistent toujours justement. Quel constaterez-vous de ce sommet alors qu'un nouveau concept stratégique a été adopté vendredi qui prétend lutter, qui prétend être à la hauteur des défis du XXIe siècle, notamment par une approche dangereuse, à savoir le maintien des armes nucléaires? Oui, on peut dire que ce sommet a une double signification. C'est celui de l'indécision, car de nombreux problèmes comme ceux que vous venez de souligner entre la France, l'Allemagne et ses alliés, c'est-à-dire ceux qui l'occupent en réalité, sont toujours latents, et en même temps c'est le sommet de la soumission. C'est soumission à l'hégémonie américaine, c'est-à-dire que l'OTAN qui cherche depuis un certain nombre d'années une nouvelle définition stratégique, on parle de l'ouverture de l'OTAN, on parle d'une nouvelle signification, en particulier après ses engagements sur des territoires très éloignés comme l'Afghanistan, reste ce qu'elle est depuis le départ. C'est ce qui fait que nous autres Français, nous nous en sommes éloignés. Vous savez, ce fameux mois de mars 1966, quand le général de Gaulle a dit que l'OTAN était un instrument de l'hégémonie américaine et que nous voulions avoir une indépendance. En réalité, ce n'est point le cas. La présence de M. Dimitri Rogozin, qui est, on dit, l'ambassadeur de la Russie auprès de l'OTAN, et qui en réalité représente donc l'organisation du traité de sécurité collective entre la Russie, la Biélorussie et des alliés d'Asie centrale, Kirghizistan, Tadjikistan, etc. Eh bien, disons, ne débouche pas sur des accords nets. Ce sont des promesses. Et M. Rogozin a bien dit qu'il y avait une certaine ambiguïté, c'est-à-dire qu'on prétend traiter la Russie en égal, mais on mobilise les pays baltes contre elle. C'est-à-dire qu'il y a toujours, disons, un rapport entre les États de l'OTAN et les fameux partenaires de l'OTAN, un rapport non pas de recherche d'équilibre, mais un rapport de pression. Et ce qu'il en ressort, c'est, disons, une formule, la formule de la défense collective. Et M. Sarkozy, cela ne vous a pas échappé, a même dit que le sens de cette réunion était justement de faire face à ce qu'il appelle la menace des missiles d'aujourd'hui, c'est l'Iran. C'est-à-dire que M. Sarkozy a même donné, vous savez, cette formule de Boileau, j'appelle chat un chat, pour dire que nous avons l'OTAN, dans ses documents, n'a parlé de personne, n'a désigné aucune ennemie, aucune inimitié. En réalité, je vous le dis, nous considérons qu'il y a une menace croissante de missiles, etc. Ce n'est qu'un parapluie, voyez-vous ceci, pour pouvoir déployer par l'OTAN, pour pouvoir, disons, justifier la mainmise de l'hégémonie américaine, en particulier dans le domaine des transports, des télécommunications, etc., qui sont, sous prétexte de défense générale, voyez-vous, un moyen de contrôle des nations et des économies. Que pensez-vous de cet accord de la Russie avec le déploiement d'un bouclier antimissile américain en Europe de l'Est? Parce qu'on a fait beaucoup de tapage propagandiste en disant que finalement, depuis la guerre russo-géorgienne, alors il y a un rapprochement d'une part entre la Russie et l'OTAN et d'autre part un rapprochement entre les deux points de vue en effet sur le bouclier antimissile américain. Mais il paraît que, parce que selon les dernières justement dépêches, les autorités du Kremlin restent toujours sceptiques quant au véritable objectif de ce bouclier antimissile américain. Et le président Medvedev justement attend toujours l'éclaircissement des conditions pour l'installation d'un tel bouclier. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est en effet l'opinion de M. Medvedev qui a été exprimée donc par son ministre, M. Rogozin. Disons, cet affrontement
au minima entre la Russie et l'OTAN est nécessaire aux dirigeants de l'OTAN, car il faut à la fois donner l'impression au monde que l'OTAN, disons, termine sa vocation d'alliance militaire défensive et offensive à la fois, pour pouvoir aller vers une sorte d'ordre mondial. En même temps qu'il faut maintenir des menaces fictives, soit réelles, ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, soit potentielles. C'est justement dans cette pénombre, disons, dans cette zone indécise que peut se continuer justement la mobilisation représentée par l'OTAN autour de ce que nous appelons l'hégémonie américaine. C'est donc à chaque fois, comme dans les questions d'armes de désarmement ou autres, vous voyez, disons, des politiques qui sont toujours au seuil de l'affrontement. Et ce sont des politiques, naturellement, qui ne sont pas du tout orientées sur une voie pacifique, sur une voie, disons, de maintien, de renforcement de l'ordre mondial. On fait vivre les peuples, disons, dans une sorte de défiance permanente. Et je crois que là-dessus, bien sûr, l'OTAN a toujours été, depuis le départ, une organisation avec un double objectif, maintenir, et ceci ne l'oublions pas, avec la Russie, un statu quo européen, un statu quo asiatique, et contre la Russie, disons, de donner une justification, disons, à tous les efforts d'armement, de dépenses d'armement que l'on demande à l'Europe. Monsieur Sarkozy vient de dire que nous n'avons rien à craindre de ce point de vue. Les États-Unis s'occupent de tout, je l'ai dit, de tout ce qui concerne les communications, la défense. Nous devons leur abandonner, disons, la direction de ce point de vue. Alors que monsieur Robert Gates venait de dire récemment que tout ce qui était du domaine de l'armement pesait énormément à son pays. Voyez-vous, nous sommes là dans le flou, dans l'indécision, nous sommes là, disons, un peu dans un règne de la friponnerie. Une toute dernière question concernant l'Afghanistan. Sortir d'Afghanistan pour éviter le syndrome vietnamien, pour soulager un peu l'opinion publique à l'égard d'une guerre de plus en plus impopulaire, pour faire bien sûr un tapage propagandiste, médiatique à cet égard, tandis que les pertes civiles ne cessent d'augmenter justement, et reprendre en quelque sorte cette fameuse phrase qu'on pourrait tirer justement de la conclusion des déclarations des dirigeants et notamment du secrétaire général de l'OTAN. Il paraît que l'OTAN a annoncé son intention de partir, mais à vrai dire, mais aussi sa véritable intention de rester en Afghanistan. Alors, il paraît que l'OTAN, justement, s'est livré un double jeu en ce qui concerne sa future approche à l'égard de l'Afghanistan. Allô? Oui, allô, oui, je vous écoute, oui. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est très manifeste. Votre expert a très bien dit qu'il s'agit, pour les Américains par exemple, d'une sortie médiatique de l'Irak. C'est donc aussi une sortie médiatique de l'Afghanistan. C'est la même chose pour l'OTAN. Mais voyez-vous, il s'agit là en réalité, répétons-le, d'une politique hypocrite, d'une politique vraiment ignoble, car sous le poids de ce qu'on va appeler le terrorisme, comme ce qui se passe aujourd'hui aussi en Irak, l'OTAN, disons, va développer l'idée d'une menace supplémentaire. C'est pour ça qu'il est très important pour elle de faire désigner, si elle ne le fait pas nommément, comme l'a dit M. Sarkozy, de désigner des menaces de l'Iran, des menaces, disons, voilées. Il s'agit là, en réalité, pour les Américains, pour les dirigeants de l'OTAN, M. Van Rompuy le dit, qui est le dirigeant politique européen, d'une alliance stratégique. Et cette stratégie consiste justement à élargir son influence en faisant mine, en trompant, en dupant perpétuellement l'opinion publique. Disons que nous assistons à une guerre médiatique dirigée contre l'Europe, dirigée contre les peuples américains, mais il s'agit là d'une guerre médiatique qui est menée par ceux qui ont intérêt justement, en particulier l'entité sioniste, à peser de son influence sur le développement justement du Moyen-Orient en fonction de ses intérêts. Nous avons assisté à une destruction de l'Irak, nous assistons à une destruction de l'Afghanistan, et il s'agit là
gérer des menaces permanentes venant des pays islamiques et autres. Il s'agit là, je le répète, d'une attitude ignoble. Mais les autorités françaises, M. d'Ortigues, sont bien conscientes que l'Afghanistan, pour reprendre justement les récentes déclarations du nouveau ministre français de la Défense, Alain Juppé, que l'Afghanistan se transformait en un piège pour les forces occidentales, tout en sachant que l'Afghanistan est un bourbier, est un piège. Reste à savoir, M. d'Ortigues, pourquoi les dirigeants français se laissent manipuler en quelque sorte dans le jeu américain, dans le jeu de l'OTAN en Afghanistan. Oui, en effet, M. Juppé, vous le rappelez fort justement, avait désigné l'Afghanistan comme un bourbier. Il avait même critiqué, vous savez, notre rentrée dans l'OTAN. Lui-même, il faut dire, depuis qu'il est ministre de la Défense, a entièrement changé son opinion. Et pourquoi les Français, comme M. Sarkozy, disons, sont volontairement au service de cette politique américaine, et des gens comme M. Juppé le sont, disons, entraînés, disons, par leur propre passion politique. Uniquement parce que nous sommes beaucoup trop faibles économiquement. Le général de Gaulle le disait, si nous avons une économie beaucoup trop faible, nous ne pourrons pas assurer une indépendance. C'est une leçon pour tous les peuples, y compris le peuple iranien. Il faut une indépendance économique pour pouvoir résister aux pressions politiques et économiques. C'est-à-dire que nous avons perdu nos caisses sont vides, nous sommes très affaiblis aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes entraînés, disons, derrière le char américain et le char américano-sioniste. Pierre d'Ortigues, philosophe et politologue français, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission.